parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film du jour s'appelle Invisible Man. Il est réalisé et scénarisé par Leigh Whannell. Il est sorti le 26 février 2020 en France. Et je l'ai vu au cinéma et en version originale, Lucky Me comme on dit. Oui, je sais, je parle très très bien anglais et je me la pète tout de suite, comme ça on commence sur des bonnes bases. Donc je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de Leigh Whannell dans ma critique de Upgrade, que je vous mets bien sûr dans les liens de cette vidéo. Pour vous dire quoi, bon, on va faire court sur Leigh Whannell quand même, parce que j'en avais déjà parlé, mais tout de même, Leigh Whannell, c'est un acteur qui s'est fait connaître, qui est aussi scénariste, et donc qui est devenu réalisateur. Oui, il y a ma fille en guest, hein, donc voilà, faudra faire avec. On n'est jamais tranquille, comme on dit, c'est la vie. Donc, tout ça pour dire... Donc une filmographie plutôt sympathique, puisqu'il a commencé à scénariser les Saw, les 3 premiers Saw, si je dis pas de bêtises, de James Wan, avant de lui-même attaquer les scénarios d'autres films de James Wan, comme je crois Insidious 1 et 2, et le 3e, qu'il a réalisé aussi. Bref, une filmographie assez sympathique en tant que scénariste. Il a aussi bossé sur Dead Silence, toujours avec James Wan. Il a aussi travaillé... sur des films que je n'ai pas vus, hein, qui s'appelle The Mule, un film qui s'appelle The Mule par exemple. Bref, il a fait pas mal de choses. Il a aussi travaillé sur des courts-métrages autour de Insidious, de Saw, notamment le Saw Heritage, avant de réaliser son premier film, qui était Insidious 3, The Last Kiss, si je dis pas de bêtises, et de réaliser ensuite Upgrade, dont je vous ai parlé en long, en large et en travers. Je voulais juste vous redonner un petit peu le pedigree du gars. Il vient essentiellement du cinéma de genre, du cinéma de série B, et je pense que c'est important de le garder à l'esprit avant même d'entamer cette critique de Invisible Man. Pourquoi ? Parce que Invisible Man était très attendu. Tout simplement, Upgrade avait laissé très bons souvenirs aux spectateurs, à moi le premier. Ça avait pas mal chauffé les gens sur la capacité de Leigh Whannell à mettre en scène des films originaux et avec beaucoup de qualité, ce qui, à mon avis, est absolument le cas de Upgrade. Mais en même temps, la bande-annonce avait échauffé les esprits, moi le premier, avec Elisabeth Moss dans le rôle titre. Alors, je devrais peut-être pas parler d'Elisabeth Moss tout de suite, je vais en parler un peu plus après dans le casting, je pense à la partie casting, mais Elisabeth Moss est une actrice qui monte actuellement, qui a fait plusieurs performances vraiment intéressantes au cinéma, que j'ai eu la chance de voir, puisque j'ai fait une critique notamment du film The Kitchen, je sais plus comment ça s'appelait le titre en français, bon peu importe, The Kitchen, où elle jouait notamment 3 femmes qui prenaient grosso modo le contrôle de la mafia de leur quartier, la mafia irlandaise, avec, ah bah voilà, maintenant le nom de l'actrice principale ne me revient pas, mais ce n'est pas grave, Melissa McBride, si je dis pas de bêtises, Melissa McCarthy, pardon, ouais je me suis trompé, j'ai fait un mélange avec Danny McBride, enfin bref, gros racisme anti-blanc, hein, hashtag, comment dire, taguez-moi sur les réseaux sociaux, je suis bien sûr un raciste patenté, surtout anti-blanc évidemment, tout ça pour dire, Melissa McCarthy est... Dans ce film, Elisabeth Moss était déjà très très bien, et je ne vais pas vous spoiler pourquoi, je vais vous renvoyer à ma critique de The Kitchen, que je vous mettrai aussi dans la description de cette vidéo. Elle a fait ça, et elle a notamment fait un second rôle dans le film Us de Jordan Peele, où elle était déjà excellente. Donc, actrice qui monte actuellement, et qui propose vraiment des performances de qualité, ce qui fait que le fameux trailer de Invisible Man la montrons confrontée à un homme invisible, ou alors à ou alors qu'elle soit complètement folle. Les deux lectures étaient possibles dans une partie du trailer notamment, et je pense dans une grosse partie du thriller, et c'était très intéressant puisqu'elle est très, très convaincante. Je reviendrai encore après sur ces questions-là. Donc le trailer avait pas mal chauffé tout le monde, Leigh Whannell, réalisateur qui monte, Universal qui décide enfin de rebooter en grosso modo ces monstres sacrés après l'échec du Dark Universe. Petite parenthèse sur le Dark Universe, c'est le fameux Dark Universe qu'ils ont essayé de lancer avec le film La Momie, avec Tom Cruise, et qui a complètement foiré, qui est un foirage tel que le Dark Universe a été abandonné dans l'œuf, hein, littéralement dès son départ. Et donc ils ont vite changé leur fusil d'épaule, je crois même pas, on n'est même pas 3-4 ans après, et donc visiblement les monstres d'Universal vont de nouveau avoir des adaptations, notamment portées par Blumhouse, la boîte de production qui fait beaucoup des films d'horreur que vous voyez au cinéma, et qui est donc tenue par si je ne dis pas de bêtises, le milliardaire Jason Blum, qui actuellement est un peu en passe de vouloir remaker donc tous les films de monstres sacrés de la Universal, donc Dracula, l'homme loup-garou et tout le tintouin, Frankenstein, toute la bande. Ce qui fait que du coup,
The Invisible Man étant, je vous le spoil déjà, un succès au box-office, a priori, on va avoir plusieurs films produits par Blumhouse sur ces différents monstres sacrés. Tout ça pour dire, on a actuellement ce mouvement qui va donc clairement entériner une bonne fois pour toutes le Dark Universe, qui n'existera donc jamais. C'est dommage, il y avait de bonnes idées derrière le Dark Universe, mais bon, quand on fait un premier film qui est juste la présentation d'un univers, on se met un tout petit peu en danger, me semble-t-il. Et ce bruit de l'auto derrière moi, c'est ma fille qui est en train de jouer. C'est comme ça, il faudra se faire avec. Désolé les amis, j'espère que ça vous dérangera pas trop pour l'écoute. Je crois que j'ai fait le tour, grosso modo, de la présentation du contexte de Invisible Man, que je fais un peu rapide. Si vous voulez entendre plus d'explications sur de développement sur notamment la carrière de Leigh Whannell avant Invisible Man, je vous renvoie à ma critique de Upgrade. Donc on va tout de suite attaquer avec le pitch de ce Invisible Man 2020. Cecilia Cass est en couple avec un jeune homme multimilliardaire, visiblement, et grand scientifique. Malheureusement, elle est très malheureuse et s'enfuit très très vite au début du film d'une maison ultra gardée où elle est visiblement séquestrée par cet homme. Maison avec un système de sécurité extrêmement lourd, caméras de sécurité, alarmes et tout le tintouin à tous les coins de la maison. Elle réussit très difficilement à s'enfuir et arrive enfin à aller vivre chez un ami de sa sœur, chez qui elle espère fuir cet homme qu'elle craint, dont elle a extrêmement peur, et qui se prénomme... j'ai oublié son nom, excusez-moi. Pardon, je voulais mater sur Wikipédia le nom du gars, non, il faut que je vous raconte ça. Et il y a le nom de l'acteur et il y a marqué Invisible, l'homme invisible, donc c'est juste génial. Pardon, désolé pour ce grand détour un peu stupide. Bref, donc elle fuit ce mec, dont j'arrive pas à retrouver le nom, mon dieu, mais c'est stupide. Ah, le pitch foiré, mais dans les grandes largeurs, désolé, hein, franchement désolé. Adriane, voilà, excusez-moi, elle fuit donc son ex qui s'appelle Adriane et elle en a très très peur. Donc à tel point qu'elle n'ose plus sortir de chez elle, qu'elle n'ose pas sortir de chez cette amie pour aller juste chercher, par exemple, le courrier dans la boîte aux lettres. Dans la moindre personne qui l'approche, elle est très très angoissée et on sent qu'elle a été vraiment marquée profondément, torturée psychologiquement et probablement physiquement dans cette relation. Elle n'ose pas sortir de chez elle jusqu'au jour où, à sa grande surprise, sa sœur arrive et lui apprend que Adriane est mort. Elle est donc invitée, grosso modo, à parler avec, puisqu'elle était encore officiellement en couple avec lui, puisque cette mort arrive simplement 2 semaines après la fuite de Cecilia. Et elle apprend donc face au frère de Adriane et sur le testament qu'elle hérite d'une grosse partie de son argent et que de facto, elle est libérée grosso modo d'Adriane. Elle accepte l'argent et commence à offrir une nouvelle vie, notamment au policier qui l'a reçu chez lui, et qui est un très bon ami de sa sœur, et à sa fille, jusqu'au moment où des éléments étranges commencent à se produire dans son quotidien, des objets bougent, et tout devient de plus en plus dangereux et anxiogène pour Cecilia, qui très très vite est persuadée qu'un homme invisible la traque et qu'il ne s'agit d'autre que de son défunt ex-compagnon, Adriane. Alors là, l'une des premières choses que j'aimerais souligner, que j'avais déjà souligné sur Upgrade, mais qui est encore présent dans Invisible Man, c'est la grande qualité, je trouve, des décors du film et de leur très petit nombre. C'était déjà présent dans Upgrade, on sent un petit côté dans le... J'ai l'impression que Leigh Whannell est en train de se créer un style où il y a peu de décors, mais ils sont très soignés. Et ils ont tendance à être, visuellement très forts, très marqués. On a la maison dès le départ où il y a évidemment des grandes baies vitrées, on joue beaucoup sur les transparences, des parties en métal, de la lumière comme ça qui joue sur des lignes. On joue beaucoup tout de suite sur la présence du clair-obscur et en quelque sorte le trompe-l'œil, même si le film va pas jusqu'en jouer, vous savez, sur le côté, les miroirs et tout ça, il en rajoute pas des caisses. Il s'agit bien de parler de l'homme invisible et pas autre chose. Mais dans l'idée, la mise en scène, dès la maison d'Adrian, on comprend que le film va avoir va porter une grande importance à maîtriser ses décors. Plus tard, on est dans la maison du fameux policier dont j'ai oublié le nom, de James,
où vit Cecilia pendant un moment. On a aussi on a un contraste très fort. C'est une maison vraiment classique, petite, modeste, à l'américaine, avec un salon, living room, petite cuisine américaine, et un peu plus loin des chambres. Enfin, vraiment, on est dans des choses très classiques, petites et bien faites, chaleureuses d'emblée, et qui va tout doucement se transformer en un lieu pas forcément inquiétant en soi, mais où la menace va trouver sa place. Simplement par des effets de caméra et de mise en scène que j'ai trouvé très intéressants, dont je vais vous parler après. Et j'aime bien cette maîtrise-là chez Leigh Whannell. Je trouve que il y a encore une fois, ça transparaissait déjà dans Upgrade, et c'est encore une fois présent dans Invisible Man. C'est pour ça que c'est un réalisateur qui, à mon avis, va être à suivre. Il a cette gestion intelligente de son espace. Il va pas multiplier les lieux et les complexités, grosso modo, de géographique, au détriment, grosso modo, du sens et de la sensation. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie qualité, et je tenais à le souligner tout de suite parce que c'est vraiment présent dans Invisible Man. On a une passage du film qui se passe dans un hôpital psychiatrique, et là, pareil, j'ai trouvé le travail tout à fait intéressant. Alors là, je mets un petit bémol, c'est un hôpital psychiatrique relativement évident, il n'y a pas forcément de grandes feintes sur ce que c'est, on dirait un hôpital psychiatrique assez classique, assez sobre, et c'est un peu dommage, je trouve que ça manque un peu de portée et de sens, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans un hôpital psychiatrique, sur les miroirs, les réflexions, sur la lumière. Il s'est contenté de quelque chose d'un peu plus basique, et c'est un décor qui est un peu moindre, et c'est dommage parce qu'il s'y passe des choses très intéressantes. Mais je trouve que, mis à part ce décor-là que j'ai trouvé un peu moindre, la maison de James et la maison d'Adrian sont très intéressantes et sont vraiment porteuses de sens à bien des niveaux. Bref, je vais pas faire très long sur le décor, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un taf très intéressant, et j'ai beaucoup aimé notamment chez Adrian le fait que les lignes soient soulignées. On a carrément des lumières qui sont juste des lignes de LED au plafond, par exemple, par moment. J'ai bien aimé l'idée que ce soit que ça fasse cage sans être une cage. Vous voyez ce que ça circoncis l'écran, circonscrit. Allez, hop. Comment dire, Mazel Tov, comment dire, excusez-moi, mais mon Dieu Seigneur, bref, ça circonscrit donc l'écran de manière intéressante, ça le dessine dans plusieurs scènes, où par exemple si elle va se cacher dans une sorte de placard, on a ce même effet, ce côté froid et coupé, qui représente évidemment la psyché de Adrian, mais qui est aussi un lien indirect avec le côté diffus, comment dire ça, le fait est que même dans un endroit très libre, on ne verra pas la menace, et ça joue beaucoup là-dessus sur les vides pour laisser de la place. J'en reparlerai encore après dans la mise en scène, que je trouve pour le coup très intéressante. Voilà, pour le tour sur comment dire, excusez-moi, sur le casting. Comme c'est un film à effets spéciaux, autant en parler tout de suite. Évidemment, ça aurait pu être foiré, hein, et ça arrive toujours, il y a des grands blockbusters qui foirent complètement leurs effets spéciaux, n'est-ce pas Justice League? Mais en l'occurrence, la moustache à Cavill, mais tout ça pour dire, les effets spéciaux de ce Invisible Man sont de qualité, vraiment, j'ai trouvé que c'était très très bon. Le pourquoi du comment les choses sont invisibles me plaît, je veux pas spoiler plus que ça, mais je trouve que c'est vraiment intéressant visuellement et techniquement, c'est vraisemblable. Et la plupart des apparitions en quelque sorte de l'homme invisible, je vous laisse découvrir, je ne veux vraiment pas spoiler. Je vais probablement faire une partie spoiler dans cette critique de toute façon, donc pour ceux qui veulent en avoir un peu plus, je reviendrai là-dessus après. Ils sont bien faites, les agressions notamment sont très réussies, avec des plans assez étranges. On voit le personnage se débattre avec l'être invisible, et on a vraiment ça donne vraiment des choix de mise en scène très intéressants. Alors, j'en parlerai de la mise en scène après, mais en termes d'effets spéciaux, c'est très crédible, on y croit tout de suite. Et beaucoup d'effets, je trouve que le film multiplie les effets et la manière dont l'invisible va se générer et se mettre en relation avec les personnages de différentes manières. Et c'est toujours pensé d'un point de vue dramatique, ce qui fait que ça... Alors, pas toujours, mais globalement, c'est très efficace. L'homme invisible est une menace très intéressante. Ça me permet de faire tout de suite une parenthèse. Oh là là, j'ai carrément oublié de faire ça dans ma présentation. L'homme invisible est évidemment un des personnages les plus adaptés de toute l'histoire du cinéma. En série télé, en film. Alors rien que de mémoire, moi, de ce que je connais du personnage, on a eu la série des années 40-50,
avec Peters Brady dans le rôle de l'homme invisible, où vous avez toutes ces images d'époque, hein, vous tapez homme invisible, vous allez tomber dessus tout de suite, avec les fameuses bandelettes, le personnage qui était sous bandelettes et qui devait les enlever, qui demandait un travail d'effets spéciaux qui à l'époque était révolutionnaire, et avec rien, on arrivait à faire croire à beaucoup de choses. Pour vous donner une échelle d'idée, comme dans les années 90, avec ma famille, on regardait ça, on regardait encore cette série, elle était encore tout à fait sympathique, regardable, pas forcément formidable, mais elle avait plutôt bien vieilli, puisque les effets spéciaux étaient simples, c'était le fameux coup de la ficelle, hein, et ce genre de choses, ou le fil de pêche, pour faire tenir le couteau dans les airs, ou l'objet donné, bref, c'était tout cet univers-là, mais je vous parle de cette série-là parce que l'homme invisible a été un fantasme très très vite dans le cinéma, notamment parce que ça permettait de faire beaucoup de choses avec rien, entre guillemets. On n'avait pas besoin de faire de gros costumes, on n'avait pas besoin de faire de gros effets spéciaux, on pouvait aller très très loin juste avec de la manipulation de décors. Ensuite, on a eu des adaptations cinéma, mais je les ai pas vues, mais je pourrais aussi vous parler de la série des années 80, fin des années 80-90, où le personnage de l'homme invisible est en fait une montre où il peut être invisible qu'à un certain moment, donc il met un chronomètre et il devient invisible. Série télé, feuilleton télé qui a eu, je crois, un petit succès, pas extraordinaire, mais ça marchait plutôt bien. Et il y a eu plein d'itérations différentes. On avait eu aussi au début des années 2000, si je dis pas de bêtises, ou à la fin des années 2000, Hollow Man, le film avec Kevin Bacon, qui était réalisé, si je ne dis pas de bêtises, par mon copain. Ah, maintenant ça me revient plus. Ah, je me reviens plus. C'est un réalisateur de série B que j'aime bien. Je l'ai sur le bout de la langue. Bon, ça me revient pas, désolé. Donc Hollow Man, qui jouait de nouveau sur la même idée de l'homme invisible, qui revenait sur le mode de l'homme invisible comme menace. Film pas mal du tout, avec des effets spéciaux qui à l'époque avaient mis de la claque à pas mal de monde, avec le personnage qui reçoit un seau d'eau. Ça se passait dans un labo scientifique sous terre, hein. Et on avait tout ce truc autour des personnages qui petit à petit devaient se défendre, se sauver de l'homme invisible qui les massacrait tous. C'était pas mal, bon, je pense que ça a très mal vieilli, mais c'était tout à fait sympathique, c'était une variation sur l'homme invisible aussi. Bref, et on en a eu d'autres entre-temps. L'homme invisible a été un thème du cinéma récurrent, encore une fois, parce que ça permettait d'aller à fond dans les effets spéciaux numériques, certes, au jour d'aujourd'hui, il y a eu plein d'adaptations de l'homme invisible très intéressantes, mais ça permettait aussi de faire beaucoup avec, je caricature, mais moins en utilisant le décor, en utilisant les acteurs, on pouvait créer l'illusion en ayant moins de caricature de contraintes. En tout cas, ça a permis à beaucoup de films, et je vous passe les nombres de films où il y a des apparitions, démons ou autres, les personnages se font jeter dans tous les sens, on en voit partout. L'homme invisible est vraiment un outil de cinéma. C'est le démon, c'est le pouvoir télékinésique, c'est tous ces trucs-là. Et ça a fait énormément évoluer le cinéma. J'avais oublié de le dire, mais c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, c'est quand même très important. Excusez-moi pour cette parenthèse, mais vu qu'on a parlé des effets spéciaux, finalement, c'est pas si mal inséré que ça. Hashtag, il essaie de se rattraper comme un gros naze. Donc tout ça pour dire, je ferme la parenthèse historique, les effets spéciaux sont très efficaces, et on a le droit, je trouve, un beau panachage de vrais bons effets de mise en scène avec ce que l'être invisible peut faire. Je veux vraiment pas spoiler, j'en parlerai plus dans ma partie spoiler après. Oui, il faut que je fasse une partie spoiler sur ce film, j'en reviendrai sur le pourquoi du comment après. Je vais vous faire une petite partie sur le casting quand même, parce que je voudrais vous parler un peu plus d'Elisabeth Moss. Elisabeth Moss, comme je disais, c'est une actrice que j'ai découverte il y a longtemps, hein, notamment dans la série de West Wing à la Maison Blanche, série que je vous conseille encore de regarder, écrite par Aaron Sorkin. Et j'ai oublié le nom du deuxième gars qui a aussi fait les dernières saisons, qui l'a fait super bien, qui était John Wells, si je dis pas de bêtises, Aaron Sorkin, qui est vraiment l'auteur qui a explosé grâce à cette série-là, qui a écrit les 4 premières saisons, avant d'être plus ou moins viré, de se barrer avec fracas et de laisser les dernières saisons à John Wells, qui a fait de l'excellent travail. Il y a 7 saisons, je vous conseille de regarder à la Maison Blanche, c'est excellent. Je vous en parle notamment de ma critique du film scénarisé et réalisé par Aaron Sorkin, qui était son premier film au cinéma, Molly's Game, le grand jeu. Je vais vous remettre la critique dans les liens. Et donc, Elisabeth Moss avait, si je ne dis pas de bêtises, a commencé sa carrière dans cette série en étant notamment la fille du président. Le président qui a été joué par notre copain Martin Sheen, et où elle était très bien, sans plus, et pas forcément une actrice que j'avais trouvée très bonne dans la série, notamment dans les premières saisons, mais finalement son personnage vit des choses assez intéressantes, et elle avait été, je trouve, plutôt bonne, hein, tout simplement, dans cette série-là. C'est par cette série-là que je l'ai connue, mais elle avait fait pas mal de choses avant que je n'ai pas vues, hein. Franchement, elle a une très grosse carrière, en fait, maintenant que je suis en train de défiler en même temps que je vous parle sa carrière, et ben dis donc, elle a fait un paquet de choses, en fait. Un paquet de choses.
Elle a joué dans plein de séries, des seconds rôles et ainsi de suite. Elle a joué donc dans la série The West Wing, de 99 à 2006. Elle a fait des apparitions dans plusieurs séries, Medium, Grey's Anatomy. Décidément, elle a fait beaucoup de rôles dans des séries et des films de série B, essentiellement. Et puis, ces dernières années, elle a commencé à percer au cinéma, notamment en tournant... non, oui, j'ai oublié de le dire parce que j'ai pas vu la série Mad Men, mais elle a aussi tourné dans Mad Men. Elle a notamment tourné dans High Rise de Ben Wheatley. Allez, petite parenthèse sur Ben Wheatley. Ben Wheatley, qui a réalisé notamment un film assez fou. Zut, maintenant ça me revient pas. Ben Wheatley, écoutez, si vous voulez voir des films dérangeants, vraiment pour le coup assez flippant et assez bizarre, je vous conseille Kill List, voilà, notamment je crois que c'est son deuxième film, Kill List, Ben Wheatley, film très étrange. Tiens, allez, je vous ferai un podcast sur Kill List à l'occasion, c'est vraiment dérangeant. Et il avait notamment fait High Rise avec donc elle dans un rôle, mais aussi avec Tom Hiddleston, Loki du MCU, des films Marvel, de la saga Thor et ainsi de suite, dans le rôle principal de High Rise. Donc elle a commencé à faire pas mal de films, on va dire, qui ont eu du succès. Et donc elle a été second rôle, comme je disais, dans le film Us, dans The Kitchen, elle a eu le rôle principal, et la série qui l'a fait vraiment connaître et exploser au cinéma ces dernières années, c'est The Handmaid's Tale, où elle joue toujours, si je ne dis pas de bêtises, la série n'est... Ou alors peut-être que la saison 3 était la dernière, mais parce que j'ai l'impression que visiblement elle n'a pas été renouvelée, je ne sais pas. En tout cas, elle a tenu les 3 saisons, elle avait le rôle principal, et elle était excellente. The Handmaid's Tale, série que je vous conseille de regarder aussi, très intéressante, qui est basée sur comment dire, un futur proche où grosso modo l'extrémisme protestant américain aurait pris le contrôle des États-Unis pour créer un nouvel État qui s'appellerait Gilead, où grosso modo tout serait basé sur une sorte d'utilisation terrible des femmes, notamment puisque dans ce futur proche, il y aurait une grosse maladie qui aurait visiblement rendu infécond une très très grande partie des femmes de la planète, et des hommes aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, la République de Gilead en a profité pour prendre le contrôle sur les États-Unis et mettre en place un système de grosso modo d'esclaves indirects, basés soi-disant sur des principes religieux protestants, mais qui sont en fait poussés à l'extrême. Donc c'est une série, grosso modo, on voit des femmes se faire torturer psychologiquement et physiquement, donc c'est assez chaud banane, mais c'est vachement bien. Et je vous la conseille. Et donc, le rôle principal de The Invisible Man aujourd'hui. Ce que je peux dire de Elisabeth Moss, c'est que dès The Handmaid's Tale, dans Us aussi par exemple, eh bien elle est excellente. C'est une actrice qui arrive à jouer aussi bien des troubles psychologiques forts que les femmes persécutées, mais aussi les femmes fortes. Elle a vraiment un grand éventail de jeux. Et ma compagne me faisait remarquer, et c'est quelque chose que j'apprécie aussi, c'est pas forcément une actrice qui a basé sa carrière sur le fait d'être un top physique, vous voyez ce que je veux dire, mince, comment dire, de jouer la top modèle, hein, vous voyez ce que je veux dire, mince, machin, avec tous les clichés de notre époque. Et au contraire de jouer beaucoup sur son acting. C'est une femme qui a un physique, on va dire, moyen, normal, mais qui joue, je trouve, qui base son talent sur son interprétation, et je trouve vraiment que c'est une actrice qui mériterait d'avoir plus de rôles et plus de grands rôles. Je pense vraiment qu'elle en a la capacité à voir à l'avenir, et dans The Invisible Man, elle est encore une fois excellente, proposant encore une fois une performance de qualité. Je peux difficilement parler du reste du casting, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je trouve qu'il fait le travail. Point barre. Je sais pas s'il y a grand chose à dire sur le reste du casting, à part qu'ils sont bien, et qu'au final c'est Elisabeth Moss qui porte le film, grosso modo. On sent que le film a été écrit comme ça, peut-être pas jusqu'au bout, mais j'en parlerai plus dans ma partie spoiler, mais elle est vraiment excellente dans le rôle, donc ça pose aucun problème. Le fait est que le reste du casting est un peu en retrait. Aussi bien Oliver Jackson Cohen, l'acteur qui joue Adrian Griffin,
que les autres acteurs. Harriet Dyer qui joue la sœur de Elizabeth Moss, donc de Cecilia, qui est très bien dans le rôle, il n'y a pas de souci. Aldis Hodge qui est très bon dans le rôle de James, donc du policier, et Storm Ride dans le rôle de Sidney Lanier, la fille du policier, donc avec qui Elizabeth Moss vit, avec le personnage de Cecilia vit. Ça fonctionne très très bien. Les seconds rôles sont très bons, que ce soit Michael Dorner dans le rôle de Tom Griffin ou Benedict Harriet dont j'avais déjà parlé dans Upgrade, et qui joue le rôle d'un méchant particulièrement charismatique, qui a un petit rôle. Bref, rien d'extraordinaire, mais ils font bien le taf en face. Mais il faut être clair, le ressort dramatique du film est essentiellement porté par la performance d'Elizabeth Moss, qui est vraiment très très bien dans ce rôle, quasi exceptionnel dans ce rôle, je trouve. Et j'expliquerai pourquoi quasi, puisqu'on va aborder la partie scénar, hein. On tourne autour du pot, mais vous êtes là, vous attendez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il pense de ce film, un mec qui parle trop, mon Dieu, quand est-ce qu'il va nous dire, je n'en peux plus. Oui, je sais faire tenir le suspense, c'est mon talent. C'est pour ça que je me parle tout seul à moi-même sur internet. Bref, hashtag je vous emmerde. Oh, non, je déconne. Restez s'il vous plaît. Tout ça pour dire, on va aborder la partie scénario et on va aborder le fond de ma critique. Le scénario de The Invisible Man. Là, on est vraiment devant un gros morceau parce que je vais pas spoiler, mais dans ma partie spoiler, je vais être un peu plus chaud là-dessus. Si je vous dis Invisible Man et que je vous dis que c'est une femme qui pense que personne ne croit et qui est persuadée d'être persécutée par un homme invisible, vous imaginez un thriller psychologique sur le sujet. Vous vous dites, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous êtes dans ces éléments-là, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout en vous disant, si le film s'appelle Invisible Man, a priori, il y aura un homme invisible. Au moins dans les effets spéciaux, tout ça. Alors oui, mais sans spoiler, non. C'est-à-dire que je vous spoile rien, hein. Là, faut être clair, hein. Le film est très frontal, les débuts. C'est plus ou moins un thriller, mais c'est surtout un film de genre. Et c'est pas forcément un défaut, le film assume complètement ça. Elle est poursuivie par cet homme invisible, et je trouve que ça donne lieu à plusieurs séquences très bien foutues. Je suis obligé dans cette partie scénario de vous parler un peu de la mise en scène, parce que sinon je vais risquer de spoiler, et j'aimerais pas spoiler, mais les différentes apparitions de cet être invisible, ça a cette qualité que, par exemple, la première vraiment confrontation physique avec l'être invisible est une sorte de baston assez bien foutu. Oui, les premières apparitions du grosso modo de l'être, et notamment cette séquence-là est très intéressante parce qu'on va vraiment le personnage se débattre fortement comme ça contre quelqu'un d'invisible. Ça donne un côté tragicomique, c'est assez bien foutu, j'ai trouvé ça bizarre, ça a plutôt de l'impact, mais c'est surtout étrange, on est vraiment face à un truc, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est exactement la sensation du personnage. Il est affolé, il est inquiet, mais en même temps c'est tellement étrange, il voit rien. Et j'aime beaucoup cette idée de mise en scène simple par laquelle Leigh Whannell arrive à retransmettre l'affolement, l'étrangeté de la situation pour le personnage. Et c'est pareil par la suite. Souvent, la caméra va épouser, va transformer la confrontation de cet être invisible face à d'autres personnages en quelque chose d'étrange. Par exemple, il se bat à un moment donné contre des mecs armés, et on va avoir la caméra qui va faire des pas des panoramiques, qui va tourner sur son axe, puis revenir quand elle fait un geste, comme si, pour nous faire ressentir physiquement le côté, étrange et particulier d'affronter quelqu'un d'invisible. Et on sent vraiment que Leigh Whannell a essayé de trouver à chaque fois une manière de mettre en scène les actions de cet être, notamment quand elles deviennent frontales face à quelqu'un qu'il sait qu'il est là, pour que ça devienne pas seulement lisible, mais que ça prenne de l'impact et que ça rende à chaque fois qu'on se sente en liaison, non pas avec l'être invisible, mais avec la personne qui est face à lui. Et ça, je trouve que c'est particulièrement réussi. On a notamment une séquence où clairement le personnage invisible prend le dessus, et on arrive à tout lire grâce au jeu de l'acteur qui subit les coups et ce que lui fait l'être invisible. Et ça, c'est vachement bien. Je trouve que ça donne énormément de qualité à ce Invisible Man, et ça le rend tout de suite marquant. Là où, par exemple, à comparer, Hollow Man avec Kevin Bacon avait beaucoup de mal à dépasser les effets classiques visuels du cinéma, c'est-à-dire il faut qu'on voit ses pieds, il faut qu'on voit un objet, sinon on ne comprend pas où il est, et du coup on n'arrive pas à lire l'action. Mais justement, c'est une des qualités du personnage invisible. Si on n'arrive pas à lire l'action et qu'il est agressif, c'est extrêmement angoissant, et ça peut être très angoissant, et ça fonctionne. Et ça, je parle de ces effets de mise en scène là parce que ça aide énormément le film à être un bon, voire un très bon, voire un excellent film de genre.
On est vraiment face à une créature dangereuse, inquiétante, et la mise en scène arrive, je trouve très souvent, à nous renvoyer à cette impuissance qu'on est face à cet être quelque part omnipotent, qui a la toute-puissance de son côté et face à qui on est perdu. Et évidemment, avoir choisi Elisabeth Moss dans le rôle principal pour être face à ce chantage psychologique, c'est absolument excellent. C'est un excellent choix de casting. Je pense que c'est vraiment l'actrice qui devait jouer ce rôle. Pour être clair, actuellement, je ne vois pas d'autre actrice qui aurait joué aussi bien cet état d'esprit, cette impression-là. Alors peut-être que c'est parce que je l'ai vu dans Handmaid's Tale, peut-être, mais je trouve qu'elle est vraiment, pour le coup, c'était le casting parfait, parce qu'au final, elle est à l'écran seule face à l'être. Donc pour qu'il existe et pour jouer cette angoisse et ainsi de suite, il fallait beaucoup de présence, beaucoup renvoyer cette angoisse et cette capacité de brisure psychologique. Et là-dessus, le film est excellent. Le scénario joue complètement à la mettre, à la pousser à bout. Et je ne dirais pas comment par des twists et des rebondissements. Et ça marche. Alors, je vais être clair pour être un peu plus précis sur ma critique. La première partie du film est assez convenue, malheureusement. On s'attend d'abord à un thriller et c'est pas vraiment ça. Alors du coup... c'est pas décevant, mais c'est un peu convenu. Par contre, le film arrive quand même à faire des vrais moments pas de twist, mais des vrais moments de montée émotionnelle. Je trouve qu'il marche très bien. Et notamment parce que la mise en scène fait des choix très couillus, qui aurait pu vite donner quelque chose de stupide. Et je trouve que ça ne se produit pas. Notamment les passages où le personnage commence vraiment à être considéré comme fou par les autres. Globalement, c'est très réussi. Je dis pas qu'il y a des choses qui marchent pas et qui sont un peu faibles, je vais en parler dans la partie spoiler plus précisément, mais je trouve que globalement le film se suit sans problème et au final il a une vraie montée d'intensité. Est-ce qu'il a des problèmes scénaristiques ? Oui, clairement il y en a. Il y a 2-3 moments où vraiment il y a des trous où je me suis dit non, je ne suis pas d'accord, ça peut pas se produire comme ça, c'est pas aussi simple, mais je trouve que ça ne dérange pas la vision du film et le sens du film, et c'est pour ça que je dis que c'est un film de genre. C'est une série B, le sens du propos du film il est clair, et je ne vais pas le spoiler, sinon je risque de vous spoiler le film, mais il tourne clairement autour d'un thème, et il va pas décoller de ce thème. Et c'est dommage, parce que le film avait largement le potentiel pour parler de plus que ça. Je veux vraiment pas spoiler comment, parce que je trouve que sinon je devais trop dévoiler de choses. Je vais passer à la conclusion, et je vous ferai une petite partie spoiler après pour ceux qui l'ont vu, pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Je vais conclure simplement en disant que même si je suis critique sur la partie scénaristique et que je pense que le film avait un autre potentiel fort, Hollow Man est un très bon, voire un excellent film de genre. Hollow Man, excusez-moi. Invisible Man est un très bon film de genre, un excellent même film de genre, avec des vraies bonnes scènes, des vraies bonnes idées de mise en scène. Il y a un ou deux moments qui, dans son principe, qui foirent un petit peu sur le scénario, mais honnêtement, je trouve que ça dérange pas. Et on a ce point fort qui fait que Elisabeth Moss, au centre de l'intrigue, est excellente. Du coup, le film s'en sort très très bien. La mise en scène de Leigh Whannell est inventive et arrive à créer vraiment de la force à ce Invisible Man, à le rendre vraiment dangereux et violent, et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Même si on aurait pu aller beaucoup plus loin dans la violence, je trouve le film assez cool, et dans le creepy, je trouve le film assez bien foutu, globalement. Et le propos du film est clair et intéressant, et on sent clairement que, je suis désolé de le dire, je pense qu'on va peut-être me balancer des rochers, mais est dans la tendance du moment, on va dire. Voilà, je vais pas spoiler plus que ça, mais dans la tendance du moment. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et dans cette partie sans spoil, allez voir Invisible Man, c'est vraiment bien. Et si Universal produit d'autres films avec cette qualité-là et cette densité-là, c'est cool, on est tous gagnants. Honnêtement, Invisible Man, c'est bien, voire même très bien. Est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus que ça ? Oui, et je vais en parler tout de suite dans ma partie spoiler. Merci de votre écoute pour tous ceux qui l'ont pas encore vu et qui vont aller le voir, et je comprends tout à fait, et vous avez raison, ne vous spoilez pas le film, ce serait dommage. Revenez écouter la fin bientôt, bien sûr, mes chers fidèles. Revenez pour la grande messe, comme on dit. Et pour l'avis ultime sur ce film, bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, évidemment, dans les commentaires. Donc, allez voir Hollow Man si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un bon film actuel, je trouve, un bon film de genre, un bon film avec des petits moments de flip, des petits moments malsains, un petit peu de violence et de gore, un peu, pas tant que ça, mais c'est globalement bien foutu, et c'est vraiment une très bonne... une très bonne revisitation, oh là là, je perds mes mots, une très bonne revisitation du thème de l'homme invisible, ça vaut le coup, Elisabeth Moss est vachement bien dedans, et la mise en scène est excellente, allez le voir, franchement c'est vraiment, excellente, elle est très très bonne, franchement. Maintenant,
et laissez des commentaires et tout, blablabla, vous connaissez l'histoire, Twitter, Facebook et machin truc. Maintenant, passons à une partie un peu plus vénère, un petit peu plus acide, un petit peu plus qui pique, un petit peu plus qui grésille, vous voyez ce que je veux dire, sur le feu, qui est la partie spoiler. Alors, vous avez vu Invisible Man et vous allez attaquer avec moi une partie que je trouve assez délicate sur ce film, qui est grosso modo basée sur un regret, donc c'est facile à dire. Mais je ne pouvais pas l'aborder sans la partie spoiler. Vous avez vu le film, donc vous savez qu'il n'y a quasiment aucun doute et que le film ne laisse aucun doute très très vite sur le fait qu'il y a un homme invisible, que cet homme invisible existe et qu'elle est manipulée. Et très très vite, Cecilia est confrontée à des actes qui sont clairement celui d'un manipulateur physique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir de doute sur sa propre santé mentale. Dès le début, alors, il y a cette première séquence que moi, j'avais même pas remarqué, hein, c'est ma femme qui l'a fait remarquer, où on voit le couteau s'en aller, et j'ai même pas vu comment, et le feu est tourné au maximum, et on a cet incendie qui est provoqué chez James, où le film dit, dès la première intervention, grosso modo, de l'invisible, il y a un homme invisible, il y a aucun doute, elle est pas folle. Et ça, je vais être clair, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que, au-delà du fait de donner un film très intéressant, je ne parlais pas du thème dans ma conclusion avant, mais vous avez compris, c'est clairement l'histoire d'une femme qui va dominer celui qui va reprendre le contrôle face à celui qui l'a détruit psychologiquement, au point de se salir les mains, d'en devenir violente, mais dans une période où le hashtag MeToo a autant marqué les esprits, on sent clairement qu'il y a quelque chose chez Leigh Whannell de l'ordre du rendre les coups au cinéma, dire voilà, tous ces hommes manipulateurs, violents et ainsi de suite, maintenant au cinéma on les bute, quoi. Tu vois, la femme elle prend le couteau et elle le flingue, elle lui tranche la gorge au gars. Donc dans le sous-texte actuel et cohérent, et encore une fois on vient de donner un César à un mec qui est accusé par 11 femmes de viol, donc un César, pardon, oui c'est ça, un César du meilleur réalisateur, un mec qui est accusé par 11 femmes de viol, donc on l'a récompensé avant même de savoir si c'était vrai ou pas. On n'a même pas eu le recul social de dire à un moment donné non, on va peut-être pas faire ça, on va attendre de voir ce qui se passe, on le récompensera après s'il est blanchi, histoire juste de respecter éventuellement les éventuelles victimes. On n'a même pas eu ça, donc quelque part le sens sociologique, politique de Invisible Man se pose là et est juste. Nonobstant, et n'en déplaise, aux pro-MeToo qui verront dans ce film un sens important et essentiel qui serait quelque part immaculé, je pense que Invisible Man avait un potentiel extraordinaire pour être un thriller psychologique, mais étouffant, juste étouffant. Je vais être clair, c'est ce que j'avais ressenti dans la bande-annonce et c'est ce que j'espérais. Et le fait est que Upgrade était dans ce même genre, beaucoup plus vicieux et bien meilleur sur son fond à cause de ça. Je ne vais pas spoiler Upgrade, je vous laisse le découvrir. Mais en l'occurrence, je vous renvoie à ma critique si vous voulez le savoir, mais découvrez Upgrade, vous verrez le parallèle. Là où Invisible Man donne ses cartes tout de suite, il dit dès le début, il est invisible, il n'y a aucun doute. De toute façon, quand elle s'enfuit de chez Adrian, dès le départ, on voit ces fameuses pinces qui renvoient clairement à l'idée qu'il y a une combinaison invisible dans sa cave, au gars, dans son lieu, dans sa maison, et qu'elle est super gardée à cause de ce matériel. Donc le film laisse peu de doute dès le début. Et ça, quelque part pour moi, c'est un choix que je peux comprendre, que je respecte. Leigh Whannell visiblement ne voulait pas raconter ça, je le respecte. Mais il y avait un potentiel de thriller psychologique qui aurait pu jouer sur le fait qu'elle soit folle ou pas, qui aurait été exceptionnel. Et le fait qu'elle soit pas folle in fine et qu'il y ait un homme invisible après aurait été encore plus intéressant. Ou même qu'il n'y ait pas d'homme invisible du tout, ça aurait été très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la psychose dans la période MeToo qui aurait été très intéressante. Et pas forcément pour dire que MeToo est une mauvaise chose. Je pense que je ne serais pas surpris que Leigh Whannell, en travaillant sur le scénario, ait eu cette idée et se soit dit que ça ne collait pas avec notre époque politique d'aller dans ce sens-là, de rendre le personnage de Cecilia folle, et de dire voilà, en fait, il n'y a pas d'homme invisible du tout, et en fait, l'homme invisible est quelque part une psychose, avant tout, des femmes en général. J'aurais trouvé ça hyper intéressant, couillu, mais alors complètement over the top, le film se serait fait attaquer, il faut être clair, Là, vraiment, ça aurait été le shitstorm complet, en mode, encore une fois, on fait passer les femmes pour des folles, machin, alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est juste que l'homme invisible, tel que le film l'écrivait là, a un potentiel formidable de réflexion sur les rapports hommes-femmes. C'est ça qui était hyper intéressant, c'est à quel point les hommes ont pu rendre
les femmes dingues, et comment ça renvoie à toute une histoire de l'humanité dans les rapports hommes-femmes. Moi, je trouve que là, le film avait un potentiel fou, et pouvait aller largement au-delà d'être une revendication, quelque part, MeToo, très intéressante, pertinente, cohérente, encore une fois, par rapport à notre période et par rapport à ce qui se passe, mais, en même temps, le film pouvait aller au-delà, pouvait nous amener plus loin dans la réflexion, dire à quel point, à un moment donné, la victime devient elle-même un bourreau, parce que on devrait jamais vivre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que le film aurait pu être un coup de poing à cet endroit-là. Difficile, hein? Difficile, encore une fois, à mettre en scène, difficile à faire admettre, et probablement que le film se serait bouffé un shitstorm en mode, comme ça arrive dans beaucoup de films, je trouve de manière beaucoup trop automatique ces derniers temps, où on dit oui, encore la femme c'est une victime, machin, blablabla, elle est folle, encore une fois un cliché, mais si ça colle bien avec l'histoire, on s'en fout en quelque sorte. Il faut pas non plus faire déborder constamment le débat politique sur les œuvres artistiques, dans ce sens-là. Mais en l'occurrence, il y avait un potentiel incroyable à jouer sur le fait que le personnage de Cecilia, et donc en plus par l'interprétation de Elisabeth Moss, aurait été folle. Là, il y avait vraiment un potentiel de film dingue. Je vous fais juste, puisque vous avez vu le film, je ne vais pas pérorer 15 ans, vous avez compris, je vais en venir sur la partie spoiler. Cette démarche imaginons au début, allez, je vais me projeter. Imaginons qu'au début, au lieu d'avoir une impression claire, nette et précise, on ait un doute sur le fait que ce soit Cecilia qui ait mis le feu trop fort. Qu'on ait un doute sur le fait que, voilà, ce soit elle qui ait des rapports compliqués avec sa sœur. Qu'on ait un doute sur le fait qu'à un moment donné, au lieu de toucher Sydney, la fille de James, qu'on ait vraiment un effet de mise en scène qui fait qu'on ne sait pas si c'est elle qui l'a frappé ou pas. Et imaginez tout ce mécanisme en douceur qui ferait grosso modo, qui créerait vraiment un doute et une détérioration. On accompagnerait le personnage qui se dirait mais non, je suis pas folle, c'est faux, machin, mais qui n'arriverait pas à le prouver, qui serait constamment confronté à quelque chose qu'elle aurait elle-même du mal à mesurer. Qu'on est vraiment dans le rôle de l'homme invisible un manipulateur et non pas juste un être violent et plein sud tel qu'il est dans le film, parce que dès le début, il fait des choses tellement énormes qu'elle ne peut pas avoir de doute sur sa propre santé mentale. Elle, il n'y a pas de doute. Si on avait eu, je pense, une détérioration, un doute sur l'état psychologique de Cecilia, on aurait eu un film beaucoup plus fort. Et en termes de thriller, ça aurait été un thriller psychologique génial qui aurait pu basculer dans le film de genre naturellement à la fin, sans problème, le titre du film étant clair, Invisible Man. Et en même temps, si on avait joué complètement jusqu'au bout sur le fait que, même si Adrian avait la technologie, au final il ne l'avait jamais utilisée, la combinaison avait jamais quitté les lieux, genre elle ne fonctionnait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait tout un potentiel vraiment à aller dans un double sens sur ce qu'est l'homme invisible. C'est quoi l'homme invisible? C'est celui qui te marque psychologiquement et dont tu n'arrives plus à te séparer, qui est dans ta tête constamment. Il y avait vraiment quelque chose, un sous-texte hyper intéressant sur la violence faite aux femmes qui était hyper intéressant. Et elle aurait pu de toute façon retourner la situation à la fin. Peut-être pas en étant folle, mais en simplement se rendant compte qu'elle a été folle à un moment donné et qu'elle arrive quand même à faire endosser les crimes par son conjoint, qui en fait, son ex-conjoint, qui est mort, qui était un gros salaud, et dont la combinaison marche pas, mais elle arrive à faire croire que c'est le cas. Bref, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, de passionnant en termes de thriller psychologique, de polar, vraiment de fond noir, très difficile comme ça, où elle lui ferait porter des meurtres et des choses comme ça qu'elle aurait commises pour se sauver, mais en quelque sorte pour dire voilà, c'est à cause de lui. J'aurais trouvé ça très fort, très intéressant, couillu, engagé encore une fois sur des questions complexes sur l'homme et la femme, et ça serait allé au-delà d'un film qui au jour d'aujourd'hui est très bon, voire même un excellent film de genre, mais qui reste un film de genre, qui n'arrive pas à aller au-delà, et dont le discours MeToo est un peu facile malgré tout. Bien intéressant, le film est bon, encore une fois je vous conseille de le voir, mais je pense pas que vous êtes déçus de l'avoir vu, mais il faut être clair, il y avait un potentiel dans ce film, mais laisse béton quoi. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant, pour faire ma conclusion rapidement de cette partie spoiler, est-ce que ça veut dire pour autant que je pense que Leigh Whannell va pas évoluer et qu'il faut pas aller voir son cinéma? Non, je pense même que ça reste un réalisateur très intéressant. Mais je suis curieux, je serais curieux de savoir si la production, à un moment donné, Universal s'est dit on prend le risque d'aller se confronter à MeToo au jour d'aujourd'hui en jouant sur un film dont le film est clairement sur la psychologie féminine, mais dans le sens est-ce qu'elle est folle ou pas après des violences subites par son conjoint homme. Possible que la production ait fait quelque part freiner des cas de fer face à une telle orientation et ait demandé à Leigh Whannell de faire différemment. Leigh Whannell étant un réalisateur qui a fait essentiellement de la série B, qui a fait Upgrade pour 5 millions de $, autant vous dire que quand on passe à un film qui a un budget comme celui d'Invisible Man, je le connais pas, mais à mon avis ça doit être un budget beaucoup plus entre guillemets
conséquent, parce que tout simplement c'est Universal qui est derrière, c'est un des mythes de l'Universal. Eh ben écoutez, je viens de me gourer. Le film a coûté 9 millions de dollars, voilà, c'est encore que dalle. Je suis admiratif de Leigh Whannell, voilà, ce mec est très très fort. Quand on voit le résultat du film, 9 millions de dollars, mais c'est que dalle. Alors là, franchement, je suis impressionné, quoi. Bref, ce mec est impressionnant, et à mon avis, il va continuer à bosser pour des studios, voire même des gros studios. Je serais pas surpris de le retrouver sur un projet du MCU prochainement, de Marvel, ou de DC Comics, sur un gros film de super-héros, parce que s'il arrive à faire aussi bien avec aussi peu d'argent, il est vraiment très fort. Putain, alors là, vraiment, je suis impressionné, je viens de le découvrir avec vous, là. Oui, donc il faut que je finisse cette critique parce que ma fille n'en peut plus. Et de toute façon, je vous ai assez tenu la jambe aujourd'hui. Oui, moi je pense que c'est un réalisateur à suivre et j'espère qu'il va simplement retrouver le côté un peu plus radical d'Upgrade. Et parce que là, je trouve qu'il d'une manière ou d'une autre, peut-être que c'est le contexte, peut-être que c'est la production, peut-être que c'est lui, il a freiné un petit peu sur ce sujet-là et il y avait vraiment un film incroyable à faire sur Invisible Man. En l'état, c'est un très bon film de genre, voire même un excellent film de genre, je vous conseille d'aller le voir de toute façon. Moi je serais très content de le revoir, c'est un film que probablement j'achèterai en Blu-ray sans souci. C'est du bon cinoche et vivement le prochain projet de Leigh Whannell parce que franchement il est bon ce mec. Je pense franchement qu'il faut commencer à le suivre ce gars-là. Bref, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer la totale. Dites-moi surtout ce que vous en avez pensé dans les commentaires où vous voulez et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Merci les amis, ciao ciao.